Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur SICA. L'Afrique du Sud est blâmée depuis quelques semaines pour avoir reçu et laissé partir le président soudanais Omar El-Béchir lors du dernier sommet de l'Union africaine, alors que ce dernier est poursuivi pour génocide par la CPI. En réponse aux différentes attaques, le président sud-africain Jacob Zuma annonce son intention de retirer son pays de la Cour pénale internationale et sa volonté de renforcer les mécanismes africains de justice internationale et d'accélérer la réforme de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie. Bien avant lui, d'autres chefs d'État africains ont critiqué la CPI parce qu'elle semble ne viser que les responsables africains. Relation entre les chefs d'État africains et la CPI, pourquoi le président sud-africain menace-t-il de se retirer de la CPI? Ce sera le premier sujet à débattre dans notre émission. Pour le deuxième sujet, nous resterons toujours dans le domaine de la justice internationale pour parler de la tension diplomatique entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. En fin de semaine dernière, vous le savez tous, le général Kerenzi Karake, le patron des renseignements rwandais, a été arrêté à Londres dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne pour des crimes commis lors du génocide rwandais et plus particulièrement pour l'assassinat de 9 ressortissants espagnols entre 1994 et 1997. Cet événement a suscité des critiques acerbes de la part du président Paul Kagame qui n'a pas hésité à dénoncer l'arrogance de l'Occident. Après une première audience, ce dernier, le général Karenzi, bien évidemment, a été libéré sous caution et placé sous contrôle policier. Arrestation du chef des renseignements rwandais à Londres. Le président Kagame a-t-il raison de réclamer sa libération? Ce sera le deuxième thème à décrypter dans votre émission SICA Infomag de ce jour. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, voici le flash d'information qui vous présente l'actualité de ce jour. Au Burundi, l'ensemble de l'opposition a décidé ce jeudi de boycotter toutes les élections prévues à partir du lundi prochain dans le pays, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour leur tenue. Une correspondance signée par tous les représentants de l'opposition a été déposée en ce sens à la CENI. La justice britannique a accordé ce jeudi la liberté sous caution au chef des services secrets rwandais, Emmanuel Karenzi Karake, arrêté samedi dernier à Londres à la demande de l'Espagne. Lors d'une audience devant un tribunal londonien, le général Karake a refusé d'être remis à l'Espagne et a préféré verser la caution d'1 million de livres. Au Nigeria, les députés de l'Assemblée nationale en sont venus au mai ce jeudi dans l'hémicycle. Au cœur de la controverse, un désaccord sur les nouveaux représentants de la Chambre basse du Parlement. Précisons que le Parlement nigérian est coutumier de ces genres de bagarres. La dernière en date remonte à septembre 2013. Le président sud-africain annonce son intention de retirer son pays de la Cour pénale internationale. Mais bien avant lui, d'autres chefs d'État africains ont critiqué la CPI parce qu'elle semble ne viser et ne s'intéresser qu'aux responsables africains. Relation entre les chefs d'État africains et la CPI. Pourquoi le président sud-africain Jacob Zuma menace-t-il de retirer son pays de la CPI? Vous aurez la réponse de nos invités. Ce sera juste après ce générique. Pour débattre de nos sujets ce jour, je reçois deux invités. Il s'agit d'abord de Maître Jacques Migan. Il est avocat et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats au Bénin. Maître Jacques Migan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et je reçois également sur ce plateau Joël Yetonji de la rédaction de SICA TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël, bonjour plateau. Ma première question pour cette émission, pour démarrer cette émission, on s'adresse à Maître Jacques Migan. Jacques Migan, l'Afrique du Sud qui menace de sortir de la CPI à cause de la polémique autour du départ du président soudanais Omar El-Béchir. Est-ce que vous pensez que cette décision du président sud-africain est une décision sérieuse ou est-ce qu'il s'agit juste d'une menace? Avant de répondre à vos préoccupations, je voudrais que les téléspectateurs sachent pourquoi le président de l'Afrique du Sud, le président Zuma, menace aujourd'hui de quitter la CPI. Tout simplement parce que un tribunal de l'Afrique du Sud a demandé à écouter le président El-Béchir Omar, qui était à la conférence des chefs d'État
de l'UEA. Et parce qu'il voulait, ce juge voulait l'écouter, le président El-Béchir est parti discrètement. Je dirais même illégalement, puisque nous avions écouté hier le président Zuma à l'Assemblée nationale, à travers son ministre en charge des affaires traditionnelles, dire qu'il est parti alors qu'on ne savait pas qu'il était dans l'avion. Oui, Il est parti sans... C'est tout comme s'il est parti sans autorisation. Oui, mais est-ce que le président Jacob Zuma pouvait faire autrement? Parce que l'intéressé est venu en Afrique du Sud sur invitation de l'Union africaine. Est-ce que cela ne va pas créer une tension diplomatique entre le Soudan et l'Afrique du Sud si jamais on le retenait en Afrique du Sud? Monsieur Joël, vous savez, il faudrait qu'on soit conséquent avec soi-même. Il y a aujourd'hui 134 pays qui ont signé le traité de Rome, qui a créé la CPI, dont l'Afrique du Sud. Et sur ces 134, nous avons, je crois, 23 pays africains, dont l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, en signant ce traité de Rome, doit savoir ce qu'il en est, doit savoir qu'à tout moment, il doit collaborer, doit savoir qu'il reconnaît les principes qui gouvernent cette Cour pénale internationale. Oui, donc, mais le cadre de l'organisation de ce sommet indique que c'est un territoire, justement, de l'Union africaine. Absolument. Alors, l'Union africaine, justement, a donné une immunité au président El-Béchir avant qu'il n'arrive pour ce sommet. Absolument. Il savait. Est-ce que l'immunité diplomatique prime en l'État? Toute la question est là. Est-ce que l'immunité prime lorsque un mandat pour génocide avait été lancé en 2010, pour crime contre l'humanité, crime de guerre en 2009? Est-ce que l'immunité, pour des raisons d'éthique, est-ce que pour des raisons d'éthique, on doit laisser partir quelqu'un qui a donné ordre pour qu'on massacre plus de 300 000 personnes, déplacer 2 500 000? Et les risques d'incidents diplomatiques? C'est ce que je suis en train de vous expliquer par rapport... une déclaration de guerre entre le Soudan et l'Afrique du Sud. Pourquoi donc? Si jamais on gardait le président Vous ne pouvez pas, alors que l'Afrique du Sud savait très bien le mandat émis contre Omar El-Béchir. Le sachant, il devrait lui demander de ne pas arriver. S'il n'était pas un pays membre de la CPI, on comprendrait. S'il était un pays comme l'Éthiopie, un pays comme ceux-là qui n'ont pas signé, comme les pays du Golfe, comme les États-Unis, nous comprendrons. Mais vous ne pouvez pas avoir posé votre signature sur un document et dans le même temps autoriser un génocidaire chez vous. Il savait le risque qu'il courait. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Afrique, le président, si vous l'avez écouté ce matin, le président Zuma, mais il est revenu sur sa décision en disant il est sorti du territoire en catimini. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le président Zuma n'était pas au courant de sa sortie? Absolument, c'est ce que cela veut dire. Mais là, la justice sud-africaine s'apprête à poursuivre le président Zuma pour n'avoir pas aidé à exécuter la décision. Et ce qui est tout à fait fondé. Et c'est là où nous disons il est responsable. Puisque avant que le président Elmar Béchir ne vienne en Afrique du Sud, il savait les risques qu'il encourait. Il a eu des garanties avant de venir. Mais quelles garanties par rapport à qui? Des autorités sud-africaines qui ont garanti de ce c'est là où nous disons les autorités. Une fois qu'il sera là, dans le cadre de ce... Il n'est pas en visite privée. Il n'est pas en visite privée, mais... Il est venu pour un sommet quand même. Du moment où il sait qu'il est poursuivi, il devrait créer les conditions pour qu'il soit arrêté. Il a eu des garanties. Mais justement, c'est ce que je suis en train de... Ces garanties ne sont pas supérieures au mandat lancé contre lui. C'est un mandat international. Et c'est là où je dis, le juge qui est en charge de ce dossier, s'il doit poursuivre Zuma, est-ce responsable de l'Afrique du Sud aujourd'hui? Il est pleinement dans son rôle. Et je voudrais que les pays africains, membres de la CPI, comprennent désormais que lorsque quelqu'un qui serait poursuivi pour génocide, pour crime contre l'humanité, crime de guerre, lorsque le mandat est lancé, ils doivent, s'ils sont signataires, jouer pleinement leur rôle. Nous allons revenir tout à l'heure aux relations entre les chefs d'État africains et ces pays, justement. Alors, Joël Yetonji, le président Zuma, qui menace de sortir de la Cour pénale internationale, est-ce que, selon vous, c'est du bluff ou bien c'est une décision sérieuse?
Seul le temps nous permettra de le dire, de tirer cette conclusion, si c'est du bluff ou si c'est du sérieux. Mais en l'état, ce n'est pas aussi facile. On ne quitte pas la CPI telle on entre dans une chambre, on en sort. Il paraît qu'il faut l'avoir annoncé 1 an plus tôt, il faut respecter un certain nombre de principes. Tout à fait, et ces États le savent. Donc le reste, ça frise et ça ressemble beaucoup plus à du chantage. Hein, pour qu'on en finisse avec. Et vous voyez très rapidement, on nous a sorti un rapport qui n'a rien à voir pour poser d'autres problèmes sur l'actualité. Le rapport qu'on attendait depuis longtemps, on n'a pas entendu Jacob Zuma là-dessus, c'est maintenant il sort ce rapport pour détourner un peu l'attention. Mais ce qui est en train de se jouer dans ce dossier-là, heureusement, on arrive à comprendre par ce qui se passe du côté de la justice sud-africaine que oui, sur le continent, il y a encore cette justice qui est quelque part libre. C'est pour moi la preuve de la vitalité de la démocratie dans ce pays. Oui, le tribunal qui vraiment a les coudées franches. Que justement ce tribunal qui semble avoir des coudées franches, qui vient d'engager une procédure, aura donc raison de Jacob Zuma, parce qu'il ne sert à rien d'engager une procédure et qui ne va jamais aboutir. Non, on ne dira pas que... président de l'Afrique du Sud. Tout à fait, tout à fait. C'est déjà... Vous pensez qu'ils pourront l'arrêter? C'est suffisamment audacieux. C'est suffisamment audacieux. Quant à l'aboutissement, ça reste l'autre paire de manches. Ce n'est pas évident de voir la poursuite aboutir, ça c'est vrai, mais la démarche, elle est déjà importante. Et quand vous savez qu'à l'interne, chez vous, vous avez une justice qui peut vous dire, lorsque vous ne respectez pas les tests que vous-même vous êtes donnés, qu'il y a une justice qui peut vous dire, attention, vous courez des risques. Ça vous fait réfléchir pas 2 fois lorsque vous voulez poser un certain nombre d'actes. Désormais, Jacob Zuma sera raison garder par rapport à un certain nombre de dossiers. Oui, il n'a aucun intérêt. Par rapport à ce dossier, non, on ne le dira jamais assez, il pouvait faire autrement. Vous pensez qu'il pouvait garder El-Béchir au risque d'avoir un conflit entre le Soudan et... Non, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de conflit. Vous voyez, il faut savoir prendre, il faut savoir... On peut avoir un certain nombre de présidents africains pour éviter tous ces problèmes-là. Jacob Zuma n'avait pas à chercher à être porté comme un enfant par ses pairs. Non, on est responsable, c'est au fait de ça, l'autorité, l'incarnation de l'autorité. Il faut être suffisamment responsable. Oui, il est responsable, mais l'intéressé est venu parce qu'il a eu une garantie de l'Union africaine. Non, moi je n'ai pas senti suffisamment... Est-ce que si jamais il arrêtait, est-ce qu'il ne mettait pas en danger l'Union africaine elle-même, qui risquait d'exploser? Je n'ai pas vu, moi, personnellement, Jacob Zuma suffisamment responsable dans l'acte. On rappelle ici que, de par le passé, en 2010 déjà, il y a eu cette demande formelle par Omar El-Béchir de venir en Afrique du Sud. Et les autorités lui ont fait savoir, lui ont rappelé que oui, l'Afrique du Sud se trouve être l'un des signataires de l'accord de Rome et en l'état, s'il venait, il court le risque de se faire arrêter. Oui, mais en ce moment, c'était pas de l'Union africaine. Non, il faut pas. Aujourd'hui, il faut analyser les choses sous un autre contexte. Non, il n'y a pas d'autre contexte. L'avocat, l'homme de droit l'a rappelé tout à l'heure, l'immunité diplomatique accordé, si c'est le cas, à Omar El-Béchir n'est pas supra-international, c'est-à-dire n'est pas au-dessus des décisions de Rome. Oui, ils ont souscrit à cela. Au-delà de cette immunité, il faut voir les réalités. Non, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité. C'est une fuite en avant. Si on mettait en application cette décision, ça ne va pas entraîner une crise sur le continent africain. Oui, pour moi, ça pose toujours le problème de responsabilité que je suis en train d'évoquer. Oui, si vous êtes de la responsabilité et les crises de société qui pourront naître justement de cette décision. Oui, justement, c'est la responsabilité qui fait que vous évitez tout ça au Sud-Africain. Il y a du sérieux, il y a du sérieux en Afrique du Sud qu'il faut régler, qu'on ne règle pas. Vous voyez, les gens ne demandent pas suffisamment à leur fin. Le problème de racisme refaire surface. Il faut régler ces problèmes-là. Pourquoi Jacob Zuma se donne-t-il, lui, la liberté de créer d'autres problèmes aux Sud-Africains? Il n'a pas créé. Il a créé. Et comment il ne peut pas ne pas abriter. Non, je vous l'explique. Il peut abriter ce sommet en expliquant à ses pairs, souverainement, en bon responsable, en bon chef d'État et non en bon prince régnant qui a besoin d'être porté par d'autres rois, que oui, je délivre quoi, une immunité ou non, ce n'est pas la peine. Ce qu'il avait à faire simplement, c'est de demander à Omar El-Béchir et à ses pairs que ce n'est pas la peine de créer d'autres conflits, d'autres crises avec l'Union africaine ou avec la communauté internationale. Demandez à Omar El-Béchir de rester calmement chez lui. Moi, j'ai envie d'abriter le sommet chez moi. Avec comme risque d'avoir des chefs d'État qui vont décider de ne pas participer parce que cela aurait été plus responsable. Cela aurait été plus responsable.
responsable et c'est monter du cran. Et ce serait tout à son actif. Et oui, on va le porter, on comprendra cela, on accompagnera plus facilement cela que de nous amener dans un débat vraiment qui n'a pas de sens. Maître Jacques Migan, alors aujourd'hui, si l'Afrique du Sud décide de se retirer de la CPI, quelles pourront être les conséquences d'abord pour les relations entre l'Afrique et la CPI, quand on sait que l'Afrique du Sud est la deuxième puissance économique et politique du continent, et quand on sait également que c'est la femme de Jacob Zuma, le président sud-africain, qui assure la présidence de la Commission de l'Union africaine. C'est-à-dire, avant que je ne rebondisse sur vos préoccupations, je tiens à dire ceci, il ne faudrait pas que nous prenions un bout de phrase pour porter nos jugements. Lorsque le président Zuma dit « nous quitterions », c'est le conditionnel d'une part, et il a dit qu'il y aurait des réformes à proposer pour une réorganisation de la CPI. Donc c'est ce que faire des réformes, proposer des réformes, je crois que c'est déjà sage. Et ça augure déjà de ce que l'Afrique du Sud pourrait faire, sortir ou ne pas sortir. Mais il vous souviendra qu'en 2013... Maître Migan, le ministre sud-africain des Affaires à la présidence l'a dit, il y a eu un conseil spécial des ministres qui a penché sur le dossier et il a précisé que ce n'est qu'une affaire de temps, la sortie de l'Afrique du Sud de la CPI. Ils ont parlé de sortir... D'après ce qu'il a dit, la procédure semble déjà engagée. Soit, c'est ce que je vous dis, mais une sortie pour un pays responsable qui envisage un jour de siéger au Conseil de sécurité, je crois qu'il ne faut pas que nous jetions de l'huile sur le feu, comme on le dit. Non, il faut que nous fassions montre de responsabilité, de comprendre quoi. L'Afrique du Sud a bien dit, nous sortirions, mais a rajouté que nous ferions des réformes. Oui, pour ressusciter absolument. la Cour mais en 2013, il vous souviendra, lorsque le problème s'était posé, il y a eu un sommet extraordinaire des chefs d'État africains qui, au sorti de ce sommet, il a été question de demander à la CPI de ne pas poursuivre les chefs d'État en exercice. Mais ce que nous devrons comprendre à travers ce qui s'est passé, saluons l'Afrique du Sud, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation des pouvoirs. Parce que nous mettons l'accent sur sortir, ne pas sortir. Voilà un juge qui, grâce à la séparation des pouvoirs, a interpellé un président en exercice. Et le juge l'a fait pourquoi? C'est ça qui intéresse les téléspectateurs. C'est parce que quelqu'un qui est poursuivi, un mandat a été déposé, parce que des victimes, des innocents ont été massacrés. Nous oublions cela. Et nous voulons porter l'accent sur un événement que moi j'appelle un non-dit. Parce que aujourd'hui, et croyez-moi, cela va se faire. Ça a commencé l'étau qui se resserre déjà contre les présidents africains. Absolument. Ils savent désormais que lorsqu'ils seront au Bénin, lorsqu'ils seront au Togo, lorsqu'ils seront en Côte d'Ivoire, ces pays signataires, ils réfléchiront 1000 fois avant de poser les pieds dans ces pays signataires du traité de Rome. Le problème n'est pas de sortir ou sortir. Et vous serez d'avis avec moi, ça fait plusieurs années que les pays africains disent « nous allons sortir ». L'Afrique du Sud n'est pas le premier, mais ils sont toujours là. Qui est sorti sur les 34 pays africains? Le président en exercice de l'Union africaine, le président Robert Mugabe, l'a aussi annoncé la dernière fois. Ils sont toujours là. L'Afrique va sortir de la CPI. C'est-à-dire, le problème qu'il faut voir, c'est quelle réforme pour que nous puissions avoir une Cour pénale internationale digne, crédible. Oui, selon vous, quelle réforme? Comment faire pour avoir une Cour crédible? Puisqu'on sait que la Cour d'Arusha a disparu parce qu'elle n'avait pas de moyens financiers. Et vous avez bien raison. Et les mêmes problèmes se posent aujourd'hui. Déjà, pourquoi nous sommes dans ce cadre où on n'arrive pas à interpeller, à arrêter quelqu'un qu'on accuse? Tout simplement parce que la Cour pénale n'a pas les moyens pour arrêter quelqu'un. Quelqu'un que la Cour interpelle. Voilà une première faiblesse. Et Béchir, on n'a pas besoin, comme je le dis, de l'arrêter ou de ne pas l'arrêter. C'est-à-dire le problème, est-ce qu'ils ont les moyens pour aller chercher cet homme comme ils ont les moyens pour enquêter, pour mener des investigations? Le deuxième problème qui constitue ou doit avoir également une réforme, c'est est-ce que les pays, quand on prend le pays comme la Côte d'Ivoire, qui dit aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous envoyer Madame Gbagbo Simone. Oui. Quand vous prenez un autre cas où vous avez le même Gbagbo
qui est devant la Cour depuis un certain temps et qui n'est pas jugé. Qui n'est pas jugé jusqu'à Alors, ce jour. ça, c'est des faiblesses qui méritent des réformes. Et je peux citer d'autres cas comme ça, où nous avons des failles au niveau de cette Cour. Je vais même plus loin. Quand vous avez d'autres pays qui nous interpellent, je prends le cas des États-Unis, je prends le cas des pays du Golfe, où il y a des génocides, où il y a, comme en Irak. Il y a des meurtres, mais personne n'est inquiété. La personne CPI inquiétée. ne va pas dans ces pays-là. Dans ces conditions, il faut aussi mettre l'accent sur ce point. Et oui, vous voulez. Ça veut dire que vous rejoignez alors les chefs d'État africains qui disent que la CPI semble ne s'intéresser qu'aux dirigeants africains. Non, ça dit, parce qu'aujourd'hui, dirigeants africains, les dossiers que traite la CPI ne parce qu'ils ne sont pas signataires les autres. Il faut amener tout le monde à être signataire. Est-ce que le traité de Rome, justement, ne pose pas justement cette question, même si vous n'êtes pas signataire et que vous vous retrouvez sur un territoire qui est signataire? Là où je serai d'avis avec vous, on peut vous interpeller à travers le Conseil de sécurité. On a vu justement le président américain voyager, les responsables du Golfe, je suis d'avis, d'autres pays qui ont signé, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Est-ce que c'est parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont la force militaire? C'est-à-dire, il y a 2 poids 2 mesures dans cette histoire. Donc les Africains ont raison alors? Ils ont en partie raison lorsqu'ils demandent pourquoi nous, pourquoi pas les autres, puisque qui a demandé la poursuite de Omar el-Béchir? C'est le Conseil de sécurité. Pourquoi ce Conseil de sécurité ne pourrait pas faire la même chose en ce qui concerne Bush, l'ancien président des États-Unis, lorsqu'il était en Irak? Pourquoi? Pourquoi ce serait un Africain qu'on poursuivrait? Donc il faudrait que les téléspectateurs comprennent une chose. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes pour ces chefs d'État qui ont commis des génocides. Non, mais nous voudrions que, quel qu'il soit, celui qui aurait commis des génocides, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qu'on puisse, quand bien même il ne serait pas signataire du traité de Rome, qu'on puisse le poursuivre. L'interpeller. Absolument. Donc vous rejoignez alors cette position du président Robert Mugabe qui semble s'inquiéter du fait que la CPI ne s'intéresse qu'au continent africain. Et nous disons ceci, ça fait partie des faiblesses de la CPI. Et il faudrait que la CPI comprenne désormais que si elle veut être crédible, si elle veut être une cour respectée, il faut qu'elle aille élargir son champ d'action et permettre qu'on puisse aussi interpeller ces grandes puissances qui sont en Palestine pour faire des bêtises, ce que vous savez en ce qui concerne Israël, et ça devrait même se faire en Irak, en Syrie, un peu partout. Je ne dis pas qu'il faudrait favoriser ou apprécier ce que El-Béchir a fait, loin de là. Mais je dis, si vous poursuivez El-Béchir à travers le Conseil, qu'on puisse aussi poursuivre les autres. Oui. Alors Joël Yetonji, la CPI critiquée parce qu'elle semble ne viser que les dirigeants africains. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, là-dessus, suffisamment de développement, suffisamment d'explications. Oui, ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'au-delà de tout, l'Afrique en a besoin. Oui, je souscris à l'idée selon laquelle... Si l'Afrique en a besoin, autant créer une cour en Afrique, et non pas une cour pénale internationale. Je pense que nous devons aller de là. À partir du moment où vous portez l'étoffe d'une cour internationale, vous devez avoir une envergure beaucoup plus internationale. Oui, je pense que nous devons aller de l'avant dans ce débat-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est que entre le fait de faire, comme l'a suggéré Maître Bigan, des réformes au niveau de la CPI pour la rendre plus crédible et le temps pour les Africains de se doter d'une cour crédible et fiable, je pense que la marge de manœuvre est plus grande. C'est-à-dire, les Africains mettront plus de temps à mettre sur pied un instrument qui soit à la hauteur des attentes de leur population et non des attentes des chefs d'État, que de pouvoir accompagner la CPI pour avoir des réformes qui puissent combler toutes les attentes. Donc il faut travailler aujourd'hui à aider la CPI à se doter des réformes adéquates où tout le monde pourra se mirer dans ce qui se fait et en être fier. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe même ceux-là qui disent avoir une justice dont ils sont fiers, on continue de douter de la fiabilité du travail qui est en train d'être fait. L'Afrique n'a pas donné suffisamment la preuve de ce qu'elle est suffisamment prête, avec sa justice, à pouvoir être à l'écoute du justiciable. Quel justiciable? Le plus faible, le maillon le plus pauvre. Parce que dans cette Afrique-là, la vérité est qu'on a comme l'impression
qu'il y a effectivement une politique de 2 poids, 2 mesures. Oui, selon que vous êtes... CPI, apparemment, la CPI aussi fait le 2 poids, 2 mesures. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. La Cour pénale internationale en Cour pénale internationale africaine. Non, si on veut être réaliste... Une section africaine. Si on veut être... Une section africaine, on sait que là, c'est la section africaine qui est très active et que la section européenne ou occidentale met du temps peut-être pour déclencher la réalité est que toutes les initiatives louables qu'on a saluées en son temps, dans ce sens, sur le continent, n'ont pas prospéré. Et je dis une fois encore, que ces chefs d'État, pris individuellement au niveau des pays qu'ils chapeautent, n'ont pas suffisamment donné la preuve de ce qui, d'abord, à l'interne, ils veulent vraiment accompagner leur justice. L'appareil judiciaire est atrophié par... le traité de Rome... Mais observez-les à l'œuvre. Observez-les à l'œuvre. Ce sont eux, juste au nom du pouvoir, parce que, pense-t-il, il y en a quelques-uns qui pensent que le pouvoir est divin, d'essence, c'est encore là, d'actualité. Ils peuvent marcher sur leur population, ils peuvent gouverner tout en massacrant leur population, ils peuvent tuer au nom du pouvoir. Ces chefs sont-ils vraiment prêts pour avoir une justice africaine? Je dis non. Il faut donner et faire justice à ces Africains qui ne demandent qu'à vivre et qui chaque jour malheureusement sont obligés de se vertir vraiment du plus petit des étoffes et de mettre les nattes sur la tête et de tout quitter. Joël Yetonji, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il y a un problème de justice sur le continent africain, mais là, ça ne règle pas le problème de la CPI. Non, le problème de la CPI aujourd'hui, c'est les réformes, vraiment. Mais je dis que Maître, c'est un homme de droit, il a peint le tableau. Et il ne faut pas fuir le débat. Le débat fondamental, c'est quoi? J'observe, moi, que les Africains, ces chefs d'État, ne font pas suffisamment pour le justiciable, ne font pas suffisamment pour ces populations qui, au quotidien, n'ont pas le minimum. Or, cette Afrique, elle est riche. Dans cette Afrique-là, on peut vivre et on peut se réjouir de ce qu'on a le droit de dire ce que l'on pense. On ne doit pas simplement fuir son pays parce qu'on a émis une idée que ne partagent pas ceux qui sont au pouvoir. Mais dans cette Afrique-là, on observe que c'est encore ce que l'on vit aujourd'hui. Les exemples sont là à foison. À 2 vitesses. Tout à fait. Je reste avec vous, Joël Yetonji. Si jamais l'Afrique du Sud décide de quitter la CPI, quelles pourront être les conséquences pour les relations entre l'Afrique et la CPI? Quand on sait que l'Afrique du Sud n'est pas une petite puissance en Afrique et que c'est Mme Zuma qui gère l'Union africaine. Bon, je vais peut-être vous décevoir, je ne vais pas aller sur ce terrain. On pourra se donner rendez-vous. L'Afrique du Sud ne quittera pas la CPI. Non. L'Afrique, c'est trop facile, ça. Vous pensez que c'est juste de la comédie de Zuma? Ce qui se passe là, observez très bien Jacob Zuma. Jacob Zuma fera son temps, on va traîner là-dessus, il partira. L'Afrique du Sud sera toujours membre de la CPI. D'autres viendront et feront ce qu'ils ont à faire pour permettre à l'Afrique du Sud de faire sa route. Et pour permettre à cette Afrique du Sud de régler ses problèmes, ce n'est pas la CPI le problème. Le problème est le problème de la gouvernance. Le problème est celui du respect des tests qu'on s'est prescrits. Et ne vous engagez pas dans ce à quoi vous ne pouvez pas vous-même assumer simplement votre responsabilité et votre crédibilité. Les conséquences éventuelles pour les relations de l'Afrique. Comme on vient de le dire, M. Yetonji, non, je ne vois pas l'Afrique du Sud sortir. Et si vous aviez écouté ce matin, il y a M. Zuma, il y a déjà un bémol lorsqu'ils disent on n'a pas su quand il est parti. Donc, il y a déjà un bémol. Est-ce que c'est possible quand même qu'un chef d'État puisse quitter le sol sud-africain sans que les autorités sud-africaines ne le sachent pas? Il est passé par l'aéroport. Ils vont répondre devant la justice, puisqu'il y a une information contre qui est ouverte. Et le président du tribunal ne va pas laisser passer ce dossier. La preuve, si le pouvoir, l'exécutif sud-africain a commencé déjà par s'expliquer à travers ce que je viens de dire, c'est parce qu'ils ont compris la gravité de la situation. Donc, à travers cette gravité de la situation, cela justifie pleinement que l'Afrique du Sud n'est pas prête à quitter la CPI. Deuxièmement, et je l'évoquais tout à l'heure, par rapport sur le plan même international, non. Non. Puisque l'Afrique du Sud, aujourd'hui, est un pays que nous respectons tous. Est un pays qui recherche à représenter le continent africain au sein du Conseil de la sécurité. Donc, on ne peut pas, dans ces conditions, d'un revers de main, méconnaître sa signature et demander à faire partie d'une structure de l'ONU qu'on appelle le Conseil de sécurité. Donc je vous rassure tout de suite que loin de là, l'Afrique du Sud. Et puis, monsieur Joël, le sommet extraordinaire de 2013 de l'UIA
où les chefs d'État étaient fâchés parce que Kenyatta, parce que celui-ci était poursuivi. Où en sont-ils aujourd'hui? Qui est sorti? Mais on a vu quand même un semblant d'arrangement par rapport au président kenyan. Aujourd'hui, on a abandonné les charges contre lui. Ah non, ça fait partie mais des faiblesses. S'il n'y avait pas eu justement ces menaces de 2013, non. Est-ce que vous pensez que le président Kenyatta aurait été à l'aise d'aller se présenter? Non, ce que moi je veux dire par là, ce n'est pas une question de garantie. C'est comme aujourd'hui, lorsque vous allez au tribunal, quel qu'il soit, lorsqu'il n'y a pas de preuves, et que vous savez, puisque quand vous accédez au dossier, sachant qu'il n'y a pas de preuves, vous faites tout pour y aller sans problème aucun. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'éléments probants pouvant inquiéter le président Kenyatta. C'est pour cela qu'ils n'ont pas, et ça fait partie des faiblesses de la Cour pénale. Pas d'éléments probants, ou bien parce qu'il y a eu... Puisque les gens refusent de témoigner. Les gens refusent de leur rapporter. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments. Il y a d'éléments. Ils n'ont pas pu avoir les éléments. Ils n'ont pas pu avoir ces éléments. Et pourquoi n'ont-ils pas pu? Ça fait partie de ce que nous appelons les faiblesses de la Cour pénale. Quand vous créez une Cour, donnez-lui toutes et tous les moyens. Or, la Cour dit, je ne peux pas aller, je ne peux pas obtenir, je ne peux pas faire. Alors, dans ces conditions, l'autre est tranquille, il est aux responsabilités. Donc, il en profite. Nous sommes presque à la fin de ce débat, le premier débat. Maître Migan, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter, vous avez un complément? Non, ce que je voudrais dire, ça augure de ce que peut être demain la Cour pénale internationale pour ceux qui la narguent. Et je crois que le président Omar El-Béchir saura désormais qu'il ne pourra plus aller et venir librement comme il le faisait. Il peut le faire peut-être dans les pays qui ne sont pas signataires du traité de Rome. Mais les pays signataires, je crois qu'il réfléchira 1000 fois avant de poser ses pieds quelque part. Merci, Maître Jacques Migan. Merci, Joël Yetonji. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le premier décryptage qui a porté sur les relations entre la Cour pénale internationale et les chefs d'État africains. Cette émission se poursuit. À présent, le flash de l'information. Au Burundi, l'ensemble de l'opposition a décidé ce jeudi de boycotter toutes les élections prévues à partir du lundi prochain dans le pays, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour leur tenue. Une correspondance signée par tous les représentants de l'opposition a été déposée en ce sens à la CENI. La justice britannique a accordé ce jeudi la liberté sous caution au chef des services secrets rwandais, Emmanuel Karenzi Karanke, arrêté samedi dernier à Londres à la demande de l'Espagne. Lors d'une audience devant un tribunal londonien, le général Karanke a refusé d'être remis à l'Espagne et a préféré verser la caution d'1 million de livres. Au Nigeria, les députés de l'Assemblée nationale en sont venus au mai ce jeudi dans l'hémicycle. Au cœur de la controverse, un désaccord sur les nouveaux représentants de la Chambre basse du Parlement. Précisons que le Parlement nigérian est coutumier de ces genres de bagarres. La dernière en date remonte à septembre 2013. Nous poursuivrons cette émission. Tension diplomatique entre le Rwanda et la Grande-Bretagne en fin de semaine dernière. Le général Karenzi Karanke, le patron des renseignements rwandais, a été arrêté à Londres dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne. Cet événement a suscité des critiques acerbes de la part du président Paul Kagame du Rwanda, qui n'a pas hésité à dénoncer l'arrogance de l'Occident. Arrestation du chef des renseignements rwandais à Londres, le président Kagame a-t-il raison de réclamer sa libération? C'est le deuxième sujet à débattre dans cette émission, juste après ce générique. Pour la suite de ce débat, j'ai toujours sur ce plateau Maître Jacques Migan, avocat et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats au Bénin, et Joël Yetonji de la rédaction de Sika TV. Joël Yetonji, cette fois-ci, c'est la justice britannique qui met en exécution un mandat d'arrêt international émis par l'Espagne pour le président Kagame. Cette arrestation est inadmissible. Est-ce votre avis? Alors, vous me demandez là d'apprécier la réaction du président Kagame. J'apprécierai sa réaction après avoir fait remarquer, comme vous l'avez d'ailleurs mentionné, que l'homme dont on parle ici est le patron des services de renseignement. C'est l'un des barons du parti au pouvoir, FPR. Tous les secrets du Rwanda. Vous l'avez si bien dit. Il s'agit donc en peu de mots de l'homme de main, sinon l'un des hommes de main de Paul Kagame. C'est l'homme à tout faire en son temps. Il en sait un peu trop. Alors, quand il s'agit d'une figure comme celle-là, vous voyez, au-delà de l'image d'un citoyen
qu'on veut défendre, cette image qu'on est en train de renvoyer, mais il s'agit d'un homme qui en sait un peu trop et qui ne peut séjourner dans l'univers carcéral européen. Les secrets seront dehors. Et dans ces positions-là, dans ces conditions, à la place de Paul Kagame, je ferai pareil. Je vais beaucoup tempêter. Oui, de ce point de vue, Paul Kagame est dans son rôle. Il défend au-delà du citoyen son intérêt. Donc cela ne devrait pas étonner. Mais l'arrestation de l'intéressé lui-même aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la première fois qu'il met pied en Europe. Il est allé à Londres plusieurs fois. Pourquoi c'est maintenant qu'on décide de l'arrêter alors que le mandat d'arrêt a été émis depuis 2009? Ah oui, depuis 2009, il faut remarquer qu'entre-temps, les choses ont changé. De l'autre côté, oui, les choses ont changé parce que l'homme avait la couverture de Tony Blair. Je le dis avec peut-être des pincettes, mais Tony Blair et Paul Kagame, c'était comme des frères siamois, pour ainsi dire. Oui, c'était des amis, plus que des amis. Donc vous voulez dire qu'il y avait de la complaisance même en tout cas, je ne vous le fais pas dire, mais des relations étaient si sérieuses. À telle enseigne que, oui, Karenzi pouvait se déplacer sans être inquiété. Aujourd'hui, Tony Blair n'est pas au pouvoir et vous l'avez constaté sur bien de dossiers, comment la Grande-Bretagne a eu à réagir, l'Angleterre a eu à réagir face à certaines situations. Alors qu'aujourd'hui, qu'on en soit arrêté Karenzi, on ne devrait pas être étonné. Maintenant, au-delà de cela, je pense que c'est aussi un autre message que l'Europe a essayé d'envoyer. Oui, les citoyens européens, comme je l'ai mentionné dans d'autres débats ici, oui, ne sont pas comme du beurre. Oui, quand on arrête, on touche au chevet d'un citoyen européen, oui, la réaction, ça se suit. Ça peut mettre une éternité, mais ça ne reste pas impuni. Il s'agit d'un être humain. Oui, on peut se le permettre. Vous voyez, l'Espagne, c'est 9 citoyens, 3 humanitaires. Depuis des années. Et depuis 1997. On a observé comme si on a oublié, mais on n'a pas oublié. Le mandat est là, ça court toujours, on doit arrêter l'homme. C'est ça qu'il faut saluer. Quand un citoyen tombe, on doit sentir toute la nation vibrer. C'est cela qui est merveilleux dans ce qui s'est passé là. Maintenant, est-ce que la procédure va aboutir? Ça reste un autre débat. Un gros point d'interrogation. Maître Jacques Migan, vous avez suivi donc l'actualité du côté de la Grande-Bretagne et au Rwanda. Le président Kagame qui tempête par rapport à l'arrestation de son bras droit qui a été déjà plusieurs fois en Grande-Bretagne sans être arrêté. Pourquoi tout cela se déroule actuellement? Vous savez, ce n'est pas nouveau. Et au moment opportun, vous allez voir comment les deux pays vont discuter, négocier pour régler ce dossier au mieux de leur intérêt. Donc, on vient de vivre un cas... Les intérêts seront sacrifiés au profit de la justice. Absolument. Donc l'Espagne risque de perdre alors dans ce... C'est-à-dire, avant même d'aller vers l'Espagne qui a demandé l'arrestation, qui a déposé cette plainte, prenez le cas du Maroc, il n'y a pas encore longtemps. Lorsque, je ne sais plus si c'est le ministre de l'Intérieur ou quel officiel était arrêté à Roissy-Charles de Gaulle, en tout cas à l'aéroport, pour des raisons de malversation ou je n'en sais rien, c'est plus ce qu'on lui reprochait, ça fait un tollé. Et aujourd'hui, je crois même que c'est la semaine dernière, où on nous annonce tout de go, tout est maintenant au beau-fils entre le Maroc et la France. Il en est de même de l'Égypte. Mais le cas qui doit réellement nous frapper, il n'est plus là aujourd'hui, il est mort, c'est le cas de Ariel Sharon, dans cette histoire de Shatila, lorsqu'il y avait eu, on avait tué ses enfants, et on l'avait arrêté en Belgique. Comment ça s'est terminé? Il est reparti chez lui tranquillement, sans problème aucun, sans être inquiété. Donc, à vrai dire, c'est de l'hypocrisie alors de dire qu'on fait de la justice internationale. Justement, la justice prend un coup dans ce genre de choses. Et c'est là où nous disons qu'ils cessent ces chefs d'État d'un pays à l'autre. Mais ça va plus loin. J'aurais souhaité que le même phénomène qui se produit dans ces pays occidentaux, puisque c'est toujours dans les pays occidentaux qu'on arrête ces gens-là, mais que les mêmes problèmes se posent et se réalisent dans nos pays africains. C'est ce que je souhaiterais aujourd'hui, puisque ce qui circule, quand on prend le cas de génocide, pourquoi ne pas aussi interpeller Juppé? Quand on prend le cas de Sarkozy avec... comment il s'appelle, l'ancien Kadhafi. Pourquoi ne pas l'interpeller? Mais ils sont membres du Conseil de sécurité. Alors, dans ces conditions... Est-ce que le Soudan est membre du Conseil de sécurité? Donc on peut arrêter El-Béchir. Non, c'est là où je dis il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Et il faudrait que les pays du Sud cessent de faire monde complexe
d'infériorité devant ces chefs d'État. S'ils ne commencent pas à le faire, les autres comprendront qu'il ne faut pas jouer avec la justice. Il faudrait désormais, lorsque quelqu'un, pour des raisons X, a enfreint, il faudrait qu'on l'arrête. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez si bien compris, l'hypocrisie prendra le dessus. Ils vont s'entendre parce que Kagame a crié et vous allez voir. Et ça va faire chip, chip, comme le ballon, comme dirait le président Chirac, ça va faire chip. Alors, parlons justement de cette hypocrisie. Oui. Après avoir été écouté par un juge de Londres, le général Karenzi a été libéré sous caution et placé sous contrôle policier. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un moyen moins flagrant que Londres a trouvé pour libérer le général sans qu'il y ait une crise, ni avec le Rwanda, ni avec Ça a l'Espagne? commencé. Vous savez, on sait que les frontières sont vraiment poreuses. Les migrants arrivent à circuler entre... Vite fait. Vous allez voir comment... C'est pour ça que je vous dis que c'est une affaire qui... on n'entendra plus parler dans quelques jours. C'est là où nous disons, il faut que l'on finisse de jouer avec les peuples. Les peuples. Parce que quand on observe ce qui se passe, on arrête tel, parce qu'il y a des intérêts derrière. Et vous l'avez si bien dit, depuis 2009, il a déjà été plusieurs fois dans ce pays. Londres, et pourquoi brusquement on se lève? Qu'est-ce qu'on attend du Rwanda? Qu'est-ce qu'on veut du Rwanda? Ça, c'est des questions qu'il faudrait se poser. Quand il y a des intérêts derrière, on commence déjà par se munir. On ne commence pas à chercher à avoir les moyens de pression. Qu'est-ce que Londres cherche? Certains ont avancé l'argument selon lequel, quelque part, c'est pour faire pression sur le président Kagame qui, après avoir annoncé qu'il quittait le pouvoir, nous avions pensé à cela. Nous avions pensé à cela. Le peuple désire qu'il reste aux responsabilités. Vous savez, tous les moyens sont bons lorsqu'on veut obtenir quelque chose que nous ne savons pas encore. Mais ce que le cas cité en ce qui concerne le départ ou non du président Kagame, ça peut être aussi une des raisons. Mais ce qui est certain aujourd'hui, je dis pour qu'on cesse ce genre de choses, je ne suis pas contre qu'on arrête quelqu'un qui enfreint les normes, mais il faudrait quand même que la justice aille jusqu'au bout. La justice prendra un coup bientôt dans cette histoire puisque, comme vous l'avez à juste titre énoncé ou annoncé, il est déjà libéré sous caution. Et demain, il sera complètement blanchi. Il pourra même disparaître, comme je dis. Il va s'évaporer, on va plus le retrouver. On sait que les migrants passent vite fait. Et ils se ressemblent au niveau de Pas-de-Calais. Ils se ressemblent tous. Voilà, donc c'est là où nous disons qu'il faut arrêter. Vous savez, c'est pour moi un non-événement. Joël Yetondi, un non-événement selon vous, ou bien c'était une manière de mettre la pression sur Kagame par rapport à son retournement, justement par rapport à son troisième mandat. Hier, il disait qu'il ne voulait pas. Aujourd'hui, il dit qu'il veut faire un troisième mandat, alors qu'on sait que la Grande-Bretagne dirige le Commonwealth. Et pratiquement, le Rwanda sera le premier pays anglophone à aller sur le terrain de révision de la Constitution. Est-ce que quelque part, on ne veut pas vite éteindre le feu à travers cette affaire Karenzi? Bon, c'est plausible, mais ça ne reste pas une raison suffisante. Ça peut être une raison parmi tant d'autres. Ah oui, mais le numéro 1 des renseignements, ce n'est pas n'importe qui. Tout si à on fait. arrive à prendre celui-là, ça peut être un élément de chantage par rapport à Kagame pour qu'il puisse accepter, finir par déposer le tablier. Je dis ça, c'est vrai. Mais si c'est arrêter Karenzi pour obliger Paul Kagame à renoncer à un nouveau mandat, c'est qu'on se trompe. C'est mal connaître l'homme. Aujourd'hui, il est dans une position plutôt confortable. Paul Kagame, au-delà de tout, a su faire du Rwanda un autre pays, un autre Eldorado en Afrique, l'un des rares. Il y a peu à lui reprocher. On doit lui reprocher sur le plan du respect des droits humains et autres. Mais sur le plan économique, l'homme a beaucoup émerveillé. Sur le plan de la géopolitique dans la sous-région, c'est un pays avec lequel il va falloir faire. Donc, Paul Kagame, en peu de mots, a des arguments solides pour pouvoir se maintenir au pouvoir, pour pouvoir continuer par faire de chantage. Donc ça seul ne suffira pas à le faire rebrousser chemin s'il doit aller sur ce terrain, et il a déjà dit, il y va. Maintenant, pour ce que j'observe, je continue de le dire, il y a la tête qui a beaucoup joué en faveur de ce à quoi on a assisté. À savoir que, oui, l'homme qui est aujourd'hui là n'est plus Tony Blair, les rapports de force ne sont plus les mêmes, mais l'Espagne tient toujours à ce que toute la vérité soit faite sur ce dossier. Donc, reste campé sur sa position.
Maintenant, est-ce que ça peut prospérer avec la position de Paul Kagame, avec ses relations, avec ses moyens de pression? Il ne faut pas oublier que c'est la femme de Tony Blair qui défend Karenzi. Mais ça veut tout dire par rapport à ce que j'ai évoqué au départ. Tony Blair, Paul Kagame, c'est la lune de miel. Donc, ce n'est pas évident qu'on aboutisse à une suite heureuse, que l'Espagne finisse par avoir gain de cause. Ce serait se tromper. Et pendant longtemps, les deux pays, Londres, Kigali, ont essayé d'entretenir de très bonnes relations. Et il faut dire, pour peut-être finir, que dans la situation actuelle, Londres aura beaucoup de mal à donner amplement satisfaction à l'Espagne. Et il faut rappeler le dossier Rose Cabeye. Je parle sous le contrôle de Maître. On a vu comment ce dossier s'est terminé. Merci Joël Yetondy. Maître Migan, vous avez certainement un mot de fin? Non, je pense qu'il serait bon que la justice, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine. Tout à l'heure, on parlait de la CPI. Aujourd'hui, nous parlons des relations bilatérales. Force doit rester à la justice. Il faut qu'on fasse confiance à la justice. Merci, Maître Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci Joël Yetondy, Madame, Monsieur. Ce sera tout pour le décryptage de l'actualité dans cette émission. Merci de nous avoir suivis.